Donc pour me présenter, je m'appelle Étienne Crombé. Moi, je suis développeur et consultant pour Zenica, spécialisé dans les technologies du web sur Bordeaux. C'était un long trajet, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du UI et du UX, expliquer aux devs. Donc le but, c'est pas de faire de vous des designers ou des UX spécialistes, c'est plus de vous donner une série de petits conseils pour faire que vos interfaces soient plus agréables à utiliser et que quand vous présentez votre projet à votre product owner, ils disent pas, mais attends, on va refaire une passe par un designer, là ça ressemble à rien, on va faire les choses bien. Là, le but, c'est que quand même que vous ayez quelque chose que vous puissiez exploiter et présenter avec fierté, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer par les bases. Non, on va parler par là tout de suite. Donc voilà, ça c'est. On va pas commencer par là tout de suite. Donc juste pour préciser, les sources, j'ai honteusement pompé sur pas mal de sites de petits copains. Je vous présenterai les slides, vous pourrez copier les liens, ce sera plus intéressant que mes slides. Ok. Donc pour commencer, je vais vous parler des formulaires. C'est l'un des principaux outils pour communiquer avec vos utilisateurs, pour que vos utilisateurs vous envoient des données et que vous puissiez les manipuler. Et donc le but, ça va être de faire en sorte que vos utilisateurs aient envie de les utiliser, de remplir ces formulaires. Souvent, ça arrive que des formulaires soient mal faits, on commence à le remplir, ça ne marche pas, on quitte la page et on va sur le site du concurrent. Là, le but, ça va être vraiment de faire des formulaires qui seront faciles à utiliser. Alors, pour commencer, le but, ça va être de faire des formulaires qui sont courts. Ne prenez que les champs qui sont vraiment indispensables pour votre modèle, pour votre métier. Plus vous rajoutez de champs, plus il y a de chances que l'utilisateur n'aille pas au bout de votre formulaire. Donc mettez vraiment les champs indispensables. Typiquement, également, les champs, tout ce qui est sensible, numéro de téléphone, ce genre de choses, qui sont comme liées à la vie personnelle, mettez-les à la toute fin. Quand l'utilisateur a déjà tout rempli, il dira « bon, allez, je vous mets le téléphone », par exemple. Donc typiquement, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, je ne sais pas si on voit très bien d'ici. Le but, c'est vraiment d'avoir des petites questions, et on y répond au fur et à mesure. On va inciter l'utilisateur à avancer. La voie de progression est quand même importante, celle qui va permettre à l'utilisateur de se rendre compte que les choses avancent, et qu'il va dans la bonne direction, et que c'est bientôt fini. Donc supprimer les champs non essentiels, on y est revenu. Je voulais juste revenir dessus, de dire attention, il ne faut pas supprimer non plus tous les champs. Certains champs peuvent rassurer l'utilisateur. Par exemple, si vous voulez faire un site, c'était un site qui faisait des rendez-vous, et le but, il y avait une question qui a tout changé, c'est de savoir quel est le type de rendez-vous. Le fait de dire c'est pour un meeting de 10 personnes, de 20 personnes, de 100 personnes, pour le coup, le fait d'avoir supprimé ce champ qui ne semblait pas indispensable au début, ça a tout changé, enfin ça a baissé le taux de conversion du formulaire. Donc voilà, donc pour revenir, donc typiquement quand Expedia a rajouté un champ à son formulaire de connexion, on a estimé qu'ils avaient perdu 12 millions de dollars le fait d'avoir ajouté ce champ par rapport à d'autres données statistiques. Donc voilà, donc c'est vraiment important de bien mesurer le nombre de champs de notre formulaire. Deuxième petite étape, ajouter des champs à affichage conditionnel. Typiquement, plutôt que d'avoir un formulaire avec tous les champs possibles de votre formulaire, les champs qui changent selon, qui dépendent de la valeur d'un autre champ, ne les afficher que quand le champ est pré-rempli. Typiquement, ici, quand je sais que ma drop-down, j'ai alors la question qui apparaît. Ça a l'air de rien, mais le formulaire, tout de suite, paraît moins intimidant pour l'utilisateur. Tout de suite, il va commencer à remplir, et une fois qu'il a commencé à le remplir, c'est pas gagné, mais a priori, il a plus de chances d'aller au bout de faire. Alors que si on arrive sur une page qui fait 3 scrolls pour arriver en bas de la page, tout de suite c'est intimidant et on n'a pas envie d'aller faire la suite. Une règle qui est importante aujourd'hui, on ne le voit plus trop aujourd'hui, mais il faut toujours faire attention, les libellés au-dessus des champs. Le but, c'est d'avoir un sens de lecture du formulaire qui est tout aligné. Ne pas avoir des zigzags, c'est pas fatigant, mais on a montré que le fait que l'utilisateur ait à naviguer d'un endroit à l'autre de la page
C'est fatigant, il faut qu'ils regardent. Ça a l'air de rien, encore une fois, c'est des petits détails, mais le fait de voir tout aligné, ça va aider votre taux de conversion. Donnez aux gens une raison de remplir votre formulaire. Alors, là, c'est pas forcément à nous, pour les développeurs, de remplir ça, c'est des questions de wording. Donc c'est souvent pour le marketing ou le design qui va vous trouver les bonnes phrases à mettre. Mais typiquement, plutôt que de dire « rejoignez notre communauté en s'enregistrer », on va dire « qu'est-ce qui va se passer quand on va rejoindre la communauté ?» Dans cet exemple, c'est pour recevoir des conseils de Paris, par exemple. Le fait d'avoir renommé le bouton et la phrase d'accroche, tout de suite, l'autoconversion est améliorée. Les questions liées dans des sections ou des étapes, c'est un peu le même principe que la première slide que je vous ai donnée. Quand vous avez un formulaire qui est long, qui dépasse les 6-7 champs, on va dire, regroupez les champs de formulaire par thème. De cette façon, le formulaire paraît plus structuré et encore une fois donne plus envie d'être rempli. Réduire le nombre de clics. Typiquement, j'ai mis cet exemple, c'était pour la boîte pour éteindre l'ordinateur sur Windows. À droite, vous aviez, c'était Millennium, il me semble. Pour le faire, il y avait besoin de 3 clics. C'est énorme. Il faut cliquer sur la drop-down, sélectionner éteindre et OK. Sur XP, il n'y a plus qu'un bouton. Ça a l'air de, mine de rien, chez Microsoft, on s'est rendu compte que d'avoir changé ça, les gens éteignaient leur ordinateur. Alors, on sauve la planète, ce genre de choses, mais le fait juste de passer de 3 clics à un seul clic, on améliore notre conversion. La même chose pour nos formulaires. Aller à l'essentiel, aller au plus vite. Alors, un label pour chaque champ et chaque champ a son label. Le but, c'est vraiment de ne pas oublier. Tous les champs de formulaire doivent avoir un label. C'est important pour l'accessibilité, c'est important pour le référencement aussi. Il faut vraiment que quand l'utilisateur est en train de remplir son champ, qu'il sache ce qu'il doit remplir. Tu commences à taper 3 lettres, tu reçois un email ou quoi que ce soit, tu reviens sur le formulaire, il faut savoir ce que tu étais en train de remplir, typiquement. Utiliser les placeholders avec parcimonie. Souvent, on voit des placeholders, les petits textes grisés qui pré-remplissent nos formulaires. Ne pas en abuser, ça ne sert à rien de pré-remplir le champ. Un bon label suffit. Éventuellement, pour ceux qui sont fans de Metal Design, le placeholder qui devient libellé, mais toujours avoir le libellé, et le placeholder doit juste être un outil pour faciliter la compréhension du formulaire. Si votre numéro de téléphone doit avoir un format particulier, si la date a un format particulier, là, vous pouvez mettre un placeholder. Si pour le nom, il n'y a pas besoin d'avoir un placeholder. Pas besoin d'avoir un truc qui est pré-rempli avec Dupont ou autre chose. Les gens savent ce que c'est qu'un nom de famille, il n'y a pas besoin de leur donner un détail. Utilisez des valeurs par défaut qui soient pertinentes dans votre formulaire. Typiquement, je ne sais pas pour vous, quand vous devez remplir une adresse, souvent, quand vous mettez votre pays, le premier qui vient, c'est Afghanistan. On dit, mais pourquoi l'Afghanistan? Moi, je suis sur un formulaire français, tu peux me géolocaliser avec mon IP, tu sais que je suis en France. Mais au moins les pays les plus souvent cités en premier pour s'y retrouver. Pareil, par exemple, pour les années de naissance qui commencent à 2018. Je remplis mon site pour un site de rencontre, je ne viens pas de naître, j'ai au moins 18 ans. Donc trouver des valeurs par défaut qui soient pertinentes. Encore une fois, le but, c'est d'éviter que l'utilisateur ait trop d'actions à faire pour remplir son formulaire. Alors, les radios, cases et menus déroulants, les drop-down, dans l'idéal, privilégier les radios. Enfin, si il y a plusieurs choix possibles, c'est les cases à cocher, il n'y a pas le choix. Si vous avez un choix unique, préférez les boutons radio qui affichent tout d'un coup, on envoie tout de suite le formulaire. Les réponses possibles, il n'y a pas besoin de trop réfléchir à la question. Évidemment, ce n'est pas une règle absolue. En général, plus il y a de champs, une estimation à peu près à la louche, ce serait plutôt dans les 6-7 items, préférer un menu déroulant, sinon les radios. Ne pas découper le numéro de téléphone et les dates. C'est quelque chose qui arrive. D'une façon plus générale, que votre formulaire ne ressemble pas à votre base de données. Souvent, on a envie de répliquer notre schéma de base de données sur notre page de formulaire.
c'est pas forcément une bonne idée, ça n'incite pas à remplir le formulaire. Encore une fois, c'est de l'UX. Le but, c'est que l'utilisateur le remplisse. Et donc, c'est à nous, développeurs, soit côté front, soit côté back, de convertir ce qu'a rempli l'utilisateur dans le format qu'on a envie de stocker. Si on veut stocker une date sur 3 champs dans notre base, par exemple, eh bien, c'est à nous de faire le découpage. Ce n'est pas à l'utilisateur de se plier à notre base de données, à notre schéma, c'est à nous de faire l'effort d'aller voir l'utilisateur et de lui faciliter la vie pour qu'il remplisse le formulaire. De l'autocomplétion, ça c'est toujours agréable. De la recherche également, quand vous avez des grandes listes, par exemple pour les pays, qu'on puisse rechercher le pays tout de suite, qu'on n'ait pas besoin de scroller 25 fois pour arriver sur France ou d'autres pays. Un autre exemple pour l'autocomplétion qui se fait beaucoup, si vous avez des adresses à remplir, c'est pour les codes postaux. Il y a beaucoup de services, vous pouvez même les avoir en local si vous voulez, qui vont convertir votre code postal en ville. Il n'y a plus comme ça l'utilisateur, ça fait un champ de moins à remplir. Ça va toujours l'inciter à aller au bout du formulaire. Utiliser des images, donc ça c'est quand c'est possible. Typiquement quand vous avez des choix multiples, plutôt que de juste mettre un petit libellé qui traîne, mettez une image, c'est visuel, c'est beaucoup plus parlant. Et pareil, ça incitera l'utilisateur à cliquer sur l'item et à aller au bout de votre formulaire. Voilà. Ne pas confirmer les ADL. ADL, c'est adresse email, mais j'aime bien, c'est en québécois, mais je trouve ça joli, ADL, comme mot. Donc ne pas confirmer les adresses email et les mots de passe. Aujourd'hui, les gens savent écrire leur adresse email, par exemple, de leur dire 2 fois. Les mots de passe, pareil, c'est chiant. En général, surtout quand on veut faire des mots de passe un peu sécurisés, où on a 20 caractères spéciaux un peu bizarres à remplir, on n'a pas envie de le marquer 2 fois. Donc typiquement, ce qui est proposé aujourd'hui, qui est quasiment une norme aujourd'hui, c'est d'avoir une petite case à cocher en forme d'œil pour dire affiche-moi le mot de passe pour que je puisse vérifier que ce que j'ai saisi correspond bien à ce que je veux. Alors, valider le formulaire au fur et à mesure. Parce que plutôt que de remplir tout le formulaire, j'appuie sur envoyer, et après j'ai toutes les heures qui apparaissent en rouge, au fur et à mesure, j'emplis mon adresse email, je vais au champ d'après, j'ai oublié l'arrobas, le champ est en rouge. Il apparaît tout de suite. Alors pas trop tôt non plus, il faut éviter que les champs soient marqués en erreur au tout début de la saisie, mais une fois qu'on quitte le champ, typiquement, on peut le faire. Donc ça, typiquement, si vous faites de l'Angular, typiquement, ça se gère très facilement. Avec React, c'est un peu plus difficile, mais React a d'autres avantages. Alors, faire ressortir les call to action. Les call to action, c'est les boutons qu'on veut que l'utilisateur clique pour déclencher une action. C'est le formulaire, typiquement. Donc, par exemple, pour ce site, le bouton pour soumettre le formulaire, on le voit tout de suite. J'emplis mon formulaire et je n'ai pas à réfléchir où est-ce que je dois cliquer, c'est ici et pas ailleurs. Éviter d'utiliser les boutons annulés au retour. Ça, je vois quasiment plus aujourd'hui. Mais on a toujours envie, on dit tiens, il y a le bouton submit, on peut faire un input type reset, on a envie de l'essayer, et il ne sert à rien. Personne ne l'a jamais utilisé à part en test dans ses développements. Ça ne sert pas, donc autant pas besoin de rajouter un bouton qui ne sert pratiquement à personne. Et enfin, le bouton de soumission n'est cliquable qu'une seule fois. Ça vous arrange aussi en général en tant que développeur, que quand on clique, on envoie une requête, et après au serveur de traiter ce qu'il faut en faire et d'envoyer une réponse. Évitez d'avoir que l'utilisateur clique 25 fois. C'est frustrant pour vous en tant que développeur d'avoir 25 requêtes qui partent. C'est frustrant pour l'utilisateur de ne pas savoir si son clic a été pris en compte ou pas. Donc typiquement, le désactiver, mettre un petit spinner qui tourne pour dire j'ai pris en compte votre requête. Je suis en train de la traiter et je vous dirai ce qui se passe une fois que j'aurai la réponse. Voilà, c'était pour les formulaires. Ensuite, je vous propose, deuxième étape, c'est de partir sur les tableaux de données. C'est des choses qu'on utilise beaucoup en tant que développeur. Surtout si on a des interfaces back-office, on doit présenter des données. Alors comment les présenter de la façon la plus agréable possible pour nos utilisateurs? Donc déjà, d'une façon générale, j'ai envie de dire, n'utilisez pas des tables, ce n'est pas forcément la façon la plus adaptée de présenter des informations. Aujourd'hui, par exemple, des formats cartes, c'est quand même plus agréable, des cartes de données. Mais bon, parfois on n'a pas toujours le choix et on doit utiliser des tableaux de données.
Donc la première chose, c'est la tête fixe. Donc c'est la partie, l'entête de votre table doit être fixe. Quand on scrolle, je veux garder le contexte, savoir à quoi correspond chaque colonne. Ça a l'air bête comme ça, mais on n'y pense pas toujours. Et ça change la vie de nos utilisateurs. Idem pour le scroll horizontal. Idéalement, il faudrait s'il y a des colonnes qui sont vraiment pertinentes pour l'utilisateur pour avoir une mise en contexte, il faut que cette colonne soit fixe pour que quand l'utilisateur scrolle, il garde le contexte, savoir où il est. Alors, ça, c'est un peu moins facile, mais c'est quand même très pratique. Je pense qu'on l'apprécie tous. Quand on l'a, c'est les colonnes redimensionnables. Parfois, on a des données qui sont un peu étriquées dans leur case, et on aime bien la voir. On aime bien la voir, donc il faut aussi essayer de le faire pour nos utilisateurs. Ça demande un petit cours de JS ou de CSS. Il y a plein de bibliothèques qui le font pour vous. N'hésitez pas à vous en servir. Hop. La densité, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, mais quand on l'a, on est assez content de l'avoir en général. C'est de pouvoir choisir la densité de texte qu'on veut afficher dans notre tableau. Ça prend quasiment rien à faire en JavaScript ou en CSS. On change la classe du tableau et poum, on change la hauteur de la ligne. Et pour l'utilisateur, ça change pas mal de choses. Typiquement, s'il veut avoir toute la liste sans avoir besoin de scroller tout le temps pour passer d'un item à l'autre, il peut avoir une densité assez faible. S'il veut prendre le temps de se concentrer sur une ou plusieurs lignes, il peut avoir une densité un peu plus faible. Ça coûte quasiment rien à faire pour nous développeurs. Autant le mettre en place pour nos utilisateurs. Ensuite, des graphes pour résumer vos tableaux. Ça vous permet d'avoir un petit résumé de ce que votre graphe va présenter et de remonter rapidement les données pertinentes pour notre utilisateur. Alors, là, c'est un peu plus compliqué, ça implique de connaître un peu le métier, d'avoir discuté avec eux, savoir ce qu'eux cherchent en premier sur leur tableau. Ça peut être le chiffre d'affaires du mois pour des commerciaux, ça peut être le nombre d'utilisateurs qui se sont inscrits pour le marketing. Donc voilà, de présenter des graphiques tout de suite, l'utilisateur sait ce qu'il a à faire, et après il va pouvoir entrer en détail s'il a envie. Mais voilà, présenter d'abord des petits résumés. Une autre technique que j'aime bien, c'est celle des lignes qui peuvent s'étendre au clic, par exemple. Plutôt que de rediriger à chaque fois sur une page différente, nous, ça nous facilite la vie en tant que développeur, surtout quand on vient du monde du back-office, du back-end. Je clique, je redirige vers une autre page, après je reviens. Pour nous, c'est plus simple à développer. Pour l'utilisateur, il perd une mise en contexte, et il perd du temps en général. Il va devoir cliquer, revenir, éventuellement refaire la manipulation. D'avoir tout sur la même page, surtout quand c'est des petits lots de données, il n'y a pas grand-chose, il y a quelques champs à afficher pour mettre le détail. Ça vaut le coup de le mettre en vue rapide. On peut également le faire sur la page, sur un panneau qui se déplierait sur l'un des côtés de votre tableau. Pareil, on garde la mise en contexte. Si vous utilisez des frameworks comme Vue ou React, Angular, ça se fait assez facilement. Il y a besoin de travailler quand même, mais c'est pas si compliqué à faire. Et pour nos utilisateurs, on gagne beaucoup en expérience utilisateur. Voilà, pour finir, c'est des grands classiques, les colonnes triables. Donc c'est pas toujours facile. Parfois, les colonnes sont des agrégats de plusieurs champs dans notre base de données, donc c'est pas toujours facile à faire. Mais le plus possible que nos colonnes soient triables pour notre utilisateur, qui puisse retrouver les informations facilement. Pareil pour le filtre et la recherche. Que l'utilisateur puisse rechercher dans la table facilement. C'est pareil, c'est des fonctionnalités qu'il faut faire. Souvent, on a des problèmes de performance, de machin. Donc il va falloir réfléchir à tout ça. Parler avec le métier, savoir quelles sont les colonnes où c'est primordial que le tri ou la recherche soit faite pour se concentrer là-dessus et optimiser les performances à ce niveau-là. Par exemple, que tous les champs de la table soient triables ou recherchables, mais le plus possible, et notamment ceux qui importent à votre métier. Voilà. Pour finir, je vous propose de parler un peu d'UI. Là, on va parler un peu
comment embellir un peu nos pages web sans se prendre trop la tête. Je ne vais pas faire de vous des designers, je ne suis pas moi-même. Le but, c'est d'avoir voilà, quelques petits conseils qui vont vous aider au quotidien. Alors, première règle, la lumière vient du ciel. Donc typiquement, quand vous voulez faire des ombres, si vous voulez dessiner des ombres sur votre page pour mettre en valeur des éléments, partez du principe que vous avez une source lumineuse qui vient du haut de la page. Qui vient du haut de la page et qui va projeter des ombres sur les éléments sur vos éléments. Typiquement, si on a un bouton, on a envie qu'il ressorte un petit peu, qu'il soit mis en valeur. Pour ça, on va jouer avec des ombres. Donc typiquement, le haut des boutons est un peu plus lumineux que le bas des boutons. Ça se voit mieux sur celui qui est enfoncé, mais celui du haut a également ce mécanisme-là, avec un petit dégradé de couleur. Et quand il est déplié, on a une petite ombre qui est projetée en bas du bouton. Et inversement, quand le bouton est enfoncé, on a une petite ombre qui vient en haut du bouton. D'une façon générale, les champs qu'on considère comme enfoncés, ce sont typiquement les champs de formulaire, les boutons qui sont pressés, les checkbox, etc. Les boutons, les éléments qui vont plutôt ressortir, ce seront plutôt typiquement les boutons, les cartes, si vous avez envie d'afficher des données sous forme de cartes sur votre page, etc. Donc typiquement, le but, ça vient de Material Design de Google. Le but, c'est de mettre chaque élément en valeur. Et donc là, typiquement, le fait de jouer avec les ombres, on donne l'impression que chaque élément, on a vraiment des couches successives d'éléments. Alors, il y a une mode du flat design qui est encore en cours. On essaie de dire, plutôt qu'à d'avoir des trucs en relief, on va tout aplatir. Ça se fait un petit peu moins. Aujourd'hui, on est plutôt sur un compromis entre les deux, où plutôt que d'avoir des trucs tout plats ou vraiment des trucs qui donnent vraiment des gros effets de relief, on essaie d'avoir un petit compromis entre les deux. Donc voilà, donc toujours des jeux de lumière, le plus discret, mais quand même présent. Ensuite, quand vous commencez à essayer de designer, à concevoir votre page, essayez de la commencer en noir et blanc. Ne mettez pas de couleur tout de suite, ça va vous inciter à partir dans tous les sens. Essayez de faire votre page en noir et blanc, éventuellement avec des nuances de gris, pour trouver vraiment comment votre application, comment votre page doit être conçue pour que l'interface soit agréable, sans couleur. Et après coup, on mettra en valeur les éléments pertinents avec de la couleur. Là, typiquement, on commence vraiment par du noir et blanc. Et après, on se rend compte tout de suite qu'il y a des boutons, des call to action qu'on a besoin de mettre en valeur. On a besoin de ce genre de choses. Par exemple, pour le site de Uber, toute la page est en noir et blanc, on gagne beaucoup en élégance, et c'est vraiment les éléments importants de notre page qu'on fait ressortir avec de la couleur. Pareil pour une agence de voyage, on part sur du noir et blanc, et c'est vraiment les éléments pertinents de la page qu'on veut mettre en valeur avec de la couleur. Donc après, faire des pages colorées, ça c'est possible, mais ça demande vraiment des compétences qui sont quand même assez importantes au niveau design. C'est souvent quand nous on s'y essaye, je veux dire, moi le premier, quand je mets de la couleur, je mets partout, je fais des arcs-en-ciel et ça ressemble plus à rien, on ne sait plus où regarder. Donc vraiment, c'est vraiment mon conseil à moi pour nous développeurs. Commencez par du noir et blanc, mettez en couleur ce qui est important, et normalement ce sera plus pertinent pour vos utilisateurs. Et en général, vos PO, votre métier, seront très contents du résultat. Double les espaces. Donc là, on vient de voir un peu comment mettre de la couleur. Maintenant, on va voir un peu comment architecturer notre page. Donc là, ce serait une page sans CSS. Donc par défaut, si on regarde bien, il y a très peu d'espace. Et ça donne pas vraiment envie d'être lu. En fait, on n'a pas envie de rentrer dedans. Il faut vraiment qu'on n'ait pas le choix pour rentrer dedans. À l'inverse, si je prends une page de Wikipédia qui a été retravaillée par un designer, donc là il manque des fonctionnalités, donc c'est pas Wikipédia tel qu'on peut utiliser au quotidien. Mais je ne sais pas vous, mais cette page-là me donne beaucoup plus envie de la lire que la page Wikipédia classique.
Là, le texte est vraiment mis en valeur. On a vraiment joué sur les espaces. Il ne faut pas hésiter à mettre des espaces. Comme dans un discours, il ne faut pas hésiter à mettre des blancs, à s'arrêter de parler. Je parle trop, je sais. Pareil, quand vous designez vos pages, n'hésitez pas à mettre des espaces, à aérer votre texte. Encore une fois, ça mettra vos éléments qui sont plus en valeur. Texte et image, ça c'est souvent le... On ne sait pas souvent comment faire. Et donc typiquement, on peut arriver à des choses comme ça au tout début. On met un texte sur une image. Si on ne fait rien, bah, le texte peut vite être illisible et on rate quelque chose. Une première solution, c'est de prendre des images avec un fort contraste. Si vous avez des images comme ça, qui sont très, très sombres, un texte en blanc, peu importe la taille du device sur lequel la page sera affichée, le texte sera toujours lisible. C'est pas toujours possible. Donc une première méthode qu'on utilise beaucoup, c'est d'avoir un overlay, d'avoir un fond noir transparent par-dessus l'image, et comme ça, le texte devient tout de suite plus lisible. Donc souvent on le fait en noir, on peut le faire dans d'autres couleurs, après c'est à réfléchir. Deuxième solution, qui n'est pas plus sexy, mais qui existe aussi, d'avoir une boîte noire ou d'une couleur, avec une opacité très faible, mais tout de suite on perd un peu en côté, c'est beaucoup moins sexy tout de suite. Une solution qui est assez sympa, que pour le coup moi j'aime beaucoup, c'est d'utiliser un overlay, mais aussi d'avoir un effet flouté. Là maintenant, l'image est beaucoup plus lisible. Pardon, le texte est beaucoup plus lisible. Et on voit l'image, mais en même temps on sent que c'est vraiment la zone du texte. C'est pas que par le côté foncé, c'est également par le flou artistique. Après, une solution, si vous avez des belles photos, vous avez un photographe avec vous, donc ça c'est pas forcément nous qui avons le choix, c'est d'utiliser le flou des photos, le flou de la photo elle-même, pour mettre en valeur notre texte. Hop. Une dernière solution que je trouve assez sympa, cette fois-ci, ce qu'on appelle le floor fade. Le but, c'est que l'image, en fait, ça ne se voit pas forcément très bien à l'écran, mais il y a un dégradé sur l'image qui part du milieu de l'image vers le bas, avec un overlay qui passe de 0% d'opacité à 20% d'opacité. Donc c'est très discret, mais ça met le texte en valeur. Ensuite, mettre le texte en valeur. Pour mettre du texte en valeur, on a beaucoup de moyens de le faire, mais souvent on en use, on en abuse. Typiquement, on peut jouer sur la taille des caractères, on peut jouer sur la couleur des caractères, la graisse, on peut jouer sur les capitales d'imprimerie, l'italique, on peut jouer sur l'espacement entre les lettres, et éventuellement sur les marges. En décalant le texte, on met le texte en valeur. Juste d'autres façons de faire pour mettre le texte en valeur. J'ai pas de tableau, mais on pourra le faire. Le soulignement. Sur le web, à éviter. En général, un soulignement, ça indique un lien. Donc, on a suffisamment de méthodes pour mettre du texte en valeur, pour ne pas utiliser le soulignement et le garder pour les liens, si on veut le faire comme ça. La couleur d'arrière-plan. Typiquement, c'est ce que fait Medium. Si vous lisez leur blog, ils ont des passages que les gens ont appréciés, qui sont mis sur un fond jaune ou un fond vert, pour indiquer que c'est du texte qui a été apprécié par les lecteurs. Bon, une dernière façon, on retombe un peu en arrière, c'est faire clignoter. Mais bon, ça c'est à éviter. Et donc d'une façon générale, on va dire que pour faire un bon équilibre, les seuls éléments où vous allez utiliser que des méthodes pour mettre en valeur le texte, ce sera pour les titres. Pour les titres, on va pouvoir faire des grandes tailles, des couleurs très contrastées ou larges. Pour tous les autres systèmes, quand vous voulez mettre en valeur du texte, il va falloir équilibrer. Typiquement, pour ce titre, Better, on va le mettre, on a un titre et on veut mettre Better en valeur. Pour ce faire, on va le mettre en italique.
mais pour contraster, pour équilibrer et ne pas être trop, ne pas trop surcharger la page, on va également le mettre en lowercase, on va le mettre en bas de case. Toujours dans le but de garder un équilibre et que les choses ressortent sans que ça paraisse trop, on va dire, sans que ça fasse trop. Pareil pour cette page. Là, le but, ce serait de mettre les nombres en valeur. Pour ça, ils sont en grande taille, ils ont une couleur qui est différente, qui ressort de votre texte. Pour autant, l'épaisseur des lettres, la graisse, est assez fine, et on a un faible contraste. Comme ça, on le met en valeur, mais sans en faire trop. A l'inverse, les libellés qu'on veut être relativement discrets, mais toujours lisibles, ils sont petits et grisés. On les voit un peu moins. Mais pour équilibrer, la graisse est plus épaisse et ils sont en capital d'imprimerie. Voilà, toujours trouver un équilibre quand vous voulez mettre en valeur ou rendre plus discret des éléments de votre page. Là c'est quasiment un cas d'école. Là, tout le texte est en italique, sauf les titres. Et donc, de ce fait, ils sont mis tout de suite en valeur. De la même façon, les auteurs sont en gras pour ressortir par rapport au mot by. Et si on remarque, il y a également au milieu, ça ne se voit pas forcément beaucoup, on a en grisé au-dessus des articles, on a already out. Donc ça ressort mieux sur la page web, je suis désolé. Il est petit et grisé, mais pour autant, il a des marges assez importantes au-dessus et en dessous. L'espacement entre les lettres est assez important, ce qui fait qu'on ne le remarque pas tout de suite, mais on va le remarquer à un moment ou à un autre. Mais pareil, c'est vraiment pour dire, c'est dans un second temps, ce texte-là sera à lire. Voilà. Une dernière chose, le choix de la police. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré un peu comment classer les polices. D'une façon générale, restez simple, utilisez des polices pas trop stylisées, et éventuellement, si vous avez besoin, utilisez des polices un peu stylisées, genre écriture manuscrite, juste pour quelques éléments, quelques titres de votre page. Sinon, restez simple. Ne partez pas dans des délires, le texte va vite devenir illisible. Et donc juste, si jamais pour ceux qui ont oublié, donc on parle de fonte de caractères, c'est l'ensemble des caractères liés à une font family, à une police, liés à un style, italique ou non, au corps, à la taille et à la graisse. Donc voilà. Donc quand vous parlerez avec un designer, une fonte, c'est bien l'ensemble de ces 4 choses-là. Donc comment on peut jouer sur les polices? Donc là, typiquement, on va jouer sur les empattements. Donc, c'est marqué, mais c'est pas très lisible. Typiquement, tout ce qui est sans empattement paraîtra plus moderne, mais on perd un peu en lecture, en fait. Si vous remarquez, tous les textes qui sont assez longs, notamment tout ce qui est billet de blog, on préférera avoir des empattements, des sérifs, pour améliorer la lecture. Voilà. Et donc, pour finir, je finis un peu tôt, je suis désolé. Cette phrase, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous inspirer sur les sites que vous aimez pour concevoir vos propres sites. Voilà. Bah, écoutez, merci, je finis un peu tôt, mais merci beaucoup. Et vous avez des questions? Pardon ? Bon, je pense qu'il y a... Je pense qu'il n'y a pas grand monde au final. J'ai un peu galère avec le micro, mais personne du tout. Non. Ah, là. Galère avec le micro, mais... Mais bon. C'était là. Parfait, merci. Bonjour, moi j'ai une question qui est liée un petit peu aux 2 sujets, l'UI, l'UX. Ouais. Vous avez bossé avec Redux? Oui. Et comment est-ce qu'on peut gérer au mieux les états UI ou UX d'une application avec un framework comme celui-là? Des conseils, des...
guidelines ou des trucs comme ça. Après, pour le coup, tout ce qui est style et UX n'est pas forcément lié aux technologies qu'il y a derrière. On va plutôt utiliser Redux pour mettre des classes CSS sur nos éléments en fonction d'un certain contexte. Mais après, que ce soit fait avec Redux, avec Mobix ou du RxJS, c'est pas vraiment la technologie qui est important, c'est vraiment quand je reçois tel événement de Redux, je change la classe des bons éléments en conséquence. Ce sera plus comme ça. Vraiment, le but de la conférence, c'était vraiment d'avoir quelque chose de générique. J'ai parlé un tout petit peu d'Angular tout à l'heure, mais c'était vraiment le but, c'est vraiment d'appliquer les classes CSS au bon moment pour gérer nos états. Et après, Redux va nous aider à gérer ces états. Mais toute la partie design et UX elle sera vraiment fait en amont, côté CSS. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Ça répond à la question. Merci. Il faut que tu fasses beaucoup d'états dans Redux, un peu plus que d'habitude, puisqu'il faut que tu aies les statuts. Voilà. Une autre question? Pas du tout. Bah, si il n'y avait pas de questions, encore merci. Bon, merci à vous.